Donc c'est et nouveau, et c'est dans le prolongement de ce que j'écrivais, dans la mesure où je m'attache à la façon dont on peut intriquer des histoires individuelles et des histoires collectives de très longue date. Donc ça, c'est quelque chose qui me mobilise pour l'écriture. Mais dans ce livre-ci, finalement, je me suis autorisée à aller le plus loin possible où j'avais envie d'aller dans l'écriture, sans me dire à quoi ça devait ressembler. Peut-être que les livres précédents, j'avais peut-être une représentation de ce à quoi il devait ressembler. Et là, le fait d'être dans cette maison, je me suis dit, j'écris là où me mène l'écriture. Donc il y a quelque chose, peut-être une musique ou des formes d'attention à ces échelles de l'histoire, ou au silence des femmes, ou au lien entre la prose peut-être et la poésie, enfin tout ce qui peut être rythme à la fois dans la vie et dans l'écriture, qui sont des choses que je travaille de longue date. Mais il y a eu avec ce livre une succession de choses qui ont été rendues possibles, ou de libertés que je me suis accordée, je ne sais pas, d'événements. En tout cas, l'écriture a creusé un espace spécifique dans lequel je me suis sentie bien, et qui m'a permis finalement d'explorer vraiment un récit particulier, en étant le plus proche finalement de ce vers quoi me conduisait la plume. Et un espace qui n'était pas juste un espace de bien-être, mais peut-être un espace que je pouvais creuser pour y accueillir d'autres. D'abord les personnages que je suivais, mais aussi peut-être d'autres lecteurs. Donc c'était un espace de livre. Je savais que j'étais en train de faire un livre qui serait dans le prolongement de ce qui fait que j'écris, mais qui serait probablement autorisé différemment. Ce livre, c'est on va dire un roman d'amour épistolaire, ou une histoire d'amour épistolaire. C'est-à-dire c'est l'histoire de deux jeunes gens qui sont très vite séparés par l'histoire. Quelques semaines après la mairie, le jeune homme est appelé pour faire la campagne de France, la campagne de libération de la France. Et puis quelques années après, il est désigné pour l'Indochine. Donc ces deux jeunes gens qui, dans la sève de leur amour, leur élan, la confiance des premiers moments, finalement sont très vite confrontés à la séparation. Et cette séparation, à la fois, elle les ampute de vivre la jeunesse à laquelle ils s'attendaient, et en même temps, cette séparation, elle les modèle, parce qu'ils essayent d'inventer une autre vie, c'est-à-dire une vie épistolaire. Ils essayent, chacun de leur côté, en étant séparés pendant presque, finalement, 6 ans. Le livre retrace ces formes de séparation, de retrouvailles, de séparation à nouveau, entre 1943 et 1948. Et ce qu'ils font pour finalement faire exister ce mariage, pour faire que ce foyer existe, c'est qu'ils s'écrivent. C'est-à-dire à la fois essayer d'être très précis dans ce qu'est une journée pour chacun d'eux, comme si le fait de la raconter, de la décrire pouvait être une manière vraiment très concrète de la partager. À telle heure j'ai fait ci, j'ai vu un tel, j'ai regardé cela. Et écrire aussi presque tous les jours, c'est aussi un gage d'amour, c'est dire, ben, voilà, peut-être que c'est difficile tout ce que j'ai affronté dans ma journée. Moi, en tant que femme élevant 2 jeunes enfants, moi en tant que sergent appelé, désigné sous les drapeaux, tout ça c'est très difficile. Mais le gage de notre amour, c'est de trouver un lieu, chaque jour, un bureau, des genoux, un coin de table, et de trouver un temps, 5 heures du matin, 2 heures, 8 heures, pour que finalement ce temps, ça soit pour nous. Donc cette histoire d'amour épistolaire, elle est scandée par à la fois le récit de la vie séparée, mais par le fait qu'une correspondance est aussi quelque chose de très matériel, c'est-à-dire c'est un geste d'écriture que vont faire chacun des jeunes amoureux pour être dans un état émotionnel qui les rend très proches de l'autre, alors même que des mers, des océans, des continents les séparent. Trouver une émotion propre au geste d'écrire qui font qu'ils sont très 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 près quand ils se lisent et quand ils écrivent à l'autre, mais aussi essayer de bâtir quelque chose de très concret comme un territoire commun. Donc c'est pas simplement une émotion liée à l'écriture, mais une lettre, une enveloppe, un timbre, tout ça c'est extrêmement matériel et c'est presque une terre finalement qu'ils habitent en commun. Ils sont plus à Casa ensemble, ils sont plus à Tuttlingen ensemble, ils sont plus à Saint-Benin-des-Bois ensemble, ils n'ont jamais été à Hanoï ensemble, mais malgré tout, la matérialité de la lettre fait qu'ils bâtissent en fait
d'une année à l'autre, presque pendant 6 ans, un territoire de façon à avoir quelque chose, imagine-t-il, de plus solide possible pour leur retrouvailles. C'est-à-dire qu'ils ont la conscience très tôt que être séparé c'est une épreuve, loin des yeux, loin du cœur, mais aussi les périls de la vie tout simplement. En temps de guerre, on peut ne jamais revenir. Et il y a l'idée qu'en écrivant, il y a une telle puissance de vie dans l'écriture que ça peut tenir l'autre en vie. À la fois lui faire envie de rester amoureux, mais le tenir en vie, faire que, comme si la lettre était aussi un talisman, un porte-bonheur, et qu'elle puisse protéger des mauvaises balles, protéger des maladies, protéger des épidémies, protéger de la tentation, protéger que sais-je encore. En tout cas, l'idée qu'on écrit pour activer son propre désir, mais aussi celui de l'autre, avec l'espoir que l'histoire, à la fois l'histoire de France, la libération de 1945, celle de la guerre d'Indochine, mais aussi leur histoire d'amour, finalement, finissent bien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ça peut finir bien une histoire d'amour quand on est séparé? C'est qu'on se retrouve. Donc c'est cette histoire-là, l'histoire d'une séparation qui est faite d'une réinvention perpétuelle de modes de retrouvailles. Donc c'est aussi un livre que j'ai fait peut-être au début en m'installant peut-être dans un contexte, Casa, en 1942, on est un petit peu en dehors finalement du péril, on n'est pas sur la ligne de front a priori, donc quelque chose d'un petit peu paisible. Et puis au fur et à mesure en fait des années, au fur et à mesure de l'arrivée des feuilles de route, au fur et à mesure des désignations pour l'Extrême-Orient, finalement ces deux jeunes époux à la fois sont séparés mais ratent le retrouvaille. La jeune femme traverse toute la Méditerranée pour retrouver l'homme qu'elle aime avec ses 2 très jeunes enfants, puis quand elle arrive, elle lui dit « je repars ». Mais alors, qui pourrait continuer d'attendre quelqu'un qui à chaque fois qu'on va le retrouver repart? On peut finalement attendre que si c'est une chose plus grande que l'amour finalement qui demande à l'autre de partir. Et qu'est-ce qui est plus grand que l'amour à ce moment-là? C'est les injonctions de l'histoire, servir son pays, faire honneur au drapeau. Donc j'ai aussi dans ce livre suivi en quelque sorte mes personnages, c'est-à-dire que j'ai eu le sentiment à certains moments d'allonger le pas, de devoir aussi courir, d'essayer d'aller aussi vite que les différents déplacements qu'il faisait. Peut-être qu'aussi parce que dans cet amour qui dure très longtemps, cette attente qui est 1000 fois trop longue, et puis ce quotidien qui peut être un temps qui n'en finit pas mais qui est fait de micro-événements, peut-être que cette attente qui est quelque chose de complètement immobile est aussi faite d'une multiplicité d'élans. Et chacun de ces deux amoureux s'écrivant, finalement, essayer de trouver un élan. L'écriture, c'est une forme de ressort, donc chacun d'eux dans les lettres essayer de trouver un ressort. Et moi, j'ai vraiment été prise par cette histoire et j'étais dans une propre rythmicité qui s'est peut-être traduite par le fait que c'est un livre en prose, mais c'est un livre qui est traversé par une forme de respiration très organique. La jeune femme est née à Casablanca, elle a une expérience du corps qui est l'expérience en fait de la mer Atlantique, des vagues. C'est quelque chose dans le corps qui est très puissant, c'est une eau très oxygénée, c'est une eau qui malaxe, il faut être bon nageur, mais c'est aussi une manière d'accueillir la vague, de la contourner, de s'en servir. Et dans le livre, c'est peut-être que quelques lignes sur les vagues, mais il y a une forme d'oxygénation, en quelque sorte, par la confrontation aux éléments naturels, qui m'a guidée pour essayer de suivre la respiration de ces deux personnages, et en particulier de cette jeune femme. Donc c'est un livre en prose, mais qui à un certain moment passe par une forme de versification, qui est une manière de respirer, et pour moi, en suivant les personnages, et peut-être pour moi, en essayant de retrouver quelle était leur propre respiration dans le temps que je décris, donc essentiellement entre 1943 et 1948. Cette histoire d'amour de ces deux jeunes gens, mais c'est vrai que finalement je ne les considère pas tous deux finalement de la même façon, puisque je suis plutôt la jeune femme qui s'appelle Étignette et à qui
je m'adresse en la vous voyant. Cette jeune femme, elle porte le prénom de ma grand-mère et elle a une vie singulière. Effectivement, elle est née à Casablanca, d'un milieu modeste, émigrée au Maroc parce que, en quelque sorte, l'administration française en a décidé ainsi à un moment. Et elle a une histoire, cette jeune femme qui porte le prénom de ma grand-mère, qui est très proche de ma grand-mère, c'est-à-dire une histoire de femme qui est à la fois très vive, une jeune fille très vive, très indépendante, qui donc nage dans les rouleaux dans l'océan, dans la piscine, qui aime retrouver ses copines au cinéma, mais qui a des successions de blessures très jeunes qui la marquent, notamment le fait, pour une raison qu'elle ne s'explique pas, de ne pas pouvoir aller au lycée. Elle ne comprend pas pourquoi, elle n'a pas le droit, elle, d'aller au lycée, elle doit travailler très jeune, et notamment c'est comme ça qu'elle rentre dans la caserne du 6e régiment des tirailleurs sénégalais qui cherchait une copiste. Donc elle commence à travailler en faisant des écritures, en recopiant des bordereaux militaires. Et puis elle a une autre chose aussi qui la brise et qui dit-elle, est une chose qui aurait pu littéralement l'anéantir, c'est que, voilà, une raison qu'elle seule connaît dans le détail, qui ne m'appartient pas moi de savoir plus qu'une autre ou qu'un autre, c'est qu'en effet elle est enceinte très jeune, mineure, et l'homme avec qui elle a fait cet enfant l'abandonne dans des conditions extrêmement difficiles. Elle est exilée de Casablanca, elle est reléguée dans un lieu jusqu'à ce que finalement elle puisse ressortir mariée avec un homme nouveau qui finalement était auprès d'elle depuis très longtemps, qu'elle n'avait pas identifié comme un amour possible et qui non seulement l'épouse, reconnaît cet enfant comme absolument le sien, mais lui fait ce cadeau merveilleux qui est de à la fois ne jamais l'abandonner alors qu'il part très vite, pour préparer la campagne de libération, faire la libération, qu'il est désigné en Indochine. Et il écrit constamment pour lui prouver son amour et pour essayer de montrer aussi, peut-être par les lettres, que peut-être qu'elle a eu ces 2 blessures, et il n'y aura pas d'autres blessures. En tout cas, lui, jamais ne sera l'homme qui la blessera, alors même que l'histoire est en train de les blesser tous les deux. Je sais que ma grand-mère s'appelait Tiennette, qu'il y a toute une forme d'histoire qui est très ressemblante à celle que je raconte, mais qui était vraiment cette jeune femme, je ne le sais pas. Elle seule le sait qui elle était. Moi, je peux reconstruire, je peux interpréter. Donc ce vous-là, c'est ça, c'est matérialiser le fait que je construis quelqu'un, mais je ne peux pas dire c'était Tiennette-là, c'est un vous. Mais c'est aussi probablement une manière d'être au diapason avec ce mode d'expression qui m'a intéressée dans le livre, c'est-à-dire un courrier. Un courrier, c'est aussi une voix adressée à un autre. Et donc je pouvais pas dire tu, parce que ça aurait été trop proche et à mon avis un peu faux par rapport à ce que ça aurait voulu dire de l'histoire. J'essayais d'être très rigoureuse sur la façon dont les événements historiques attestés venaient rencontrer l'histoire des 2 personnages. Voilà, le débarquement à l'île d'Elbe, c'est exact. Ce qui se passe à Canto, c'est exact. J'ai vraiment recoupé des choses très précises qui font qu'on peut placer ces 2 personnages à des moments avérés dans l'histoire. Mais je ne peux pas dire exactement qui ils sont autrement que dans un champ qui serait effectivement un champ romanesque. Donc le vous, c'est ça. C'est dire que c'est un espace où je ne peux pas assigner quelqu'un. Mais c'est aussi une manière de parler tout le temps à quelqu'un, de m'adresser, donc d'être en lien. Voilà. Et ça, c'était aussi parce que c'est un livre qui est fait dans une période de deuil et qui probablement, dans l'écriture finalement, convoquait pas simplement une morte, mais peut-être d'autres morts ou d'autres mortes, mais plus symboliquement, d'autres deuils qu'on a à faire dans l'existence, et notamment un deuil qu'a à faire Tiennette dans ce livre, qui est l'image d'un enfant idéal, l'image d'un amour idéal, de se rendre compte qu'en fait, que ce qu'on a imaginé de sa vie, de ce qu'allait être ses enfants, c'est pas forcément ce que c'est, et comment est-ce qu'on le réinvente tout ça. Donc il y a des successions de choses qui amputent une existence et avec lesquelles finalement on peut pas simplement se relever, mais réinventer et créer.
le vous, qui est une façon de vous voyer quelqu'un que j'ai connu, c'est aussi une façon de s'adresser à travers cette femme aussi à d'autres femmes. Alors, ce que je sais de cette femme, je pense que c'est partageable par d'autres, c'est-à-dire je suis probablement très, pas simplement admirative, mais reconnaissante. C'est-à-dire, c'est vraiment de la reconnaissance, c'est-à-dire c'est une manière aussi de remercier, de reconnaître ce que je dois à des femmes qui ont tenu. Et là, en l'occurrence, cette jeune femme, elle tient contre ses parents, elle tient contre l'abandon. Enfin, je veux dire, c'est dramatique de porter la vie pour la première fois et d'être abandonnée, c'est-à-dire de se sentir trahie. Elle le dit, c'est une trahison qui pouvait vraiment finalement l'anéantir. Et elle tient, elle choisit de vivre. Et puis elle choisit pas simplement de vivre résignée, mais elle arrive même à aimer, à penser que finalement c'est le meilleur mari qu'elle a pu avoir, c'est celui qu'elle a eu et pas celui qui l'a abandonné. Elle tient en élevant un enfant seul, alors qu'elle se rend compte progressivement que cet enfant n'est pas comme les autres, qu'il y a une très grande jugement autour d'elle sur qu'est-ce que c'est qu'élever bien un enfant. Si un enfant est malade, c'est qu'une mère l'élève mal. Si un enfant ne sait pas parler, c'est pas qu'il est sourd, mais c'est qu'on lui apprend mal à parler. Enfin, une succession de jugements. Et cette jeune femme arrive non seulement à tenir, à la fois à donner le change, garder sa maison, aller tirer l'eau du puits, essayer d'être aimée par ceux qui l'entourent et qui doivent en quelque sorte lui donner son approbation. Mais elle essaye aussi de rester elle-même. Et il me semble que l'espace où elle est arrivée à rester elle-même, c'est justement tout ce qu'elle a pu dérober sur le temps qui devait être validé par la société, validé par la famille, validé par les médecins, le temps qui était le temps qu'elle a construit par l'écriture. Et ça, je trouve ça très extraordinaire quand on a connu des femmes, des grands-mères comme ça qui n'ont pas fait d'études, qui ont été des mères au foyer, qui ont élevé des enfants en nombre, qui ont vécu donc dans des HLM, qui ont fait du travail bénévole, d'avoir tenu sous cette vie qui avait l'air d'être entièrement tournée vers les autres, avoir réussi sans justement finalement en faire étalage ou démonstration auprès des autres, avoir tenu quelque chose de très singulier et de complètement à soi, qui était effectivement d'écrire, transmettre des lettres. C'est autant transmettre le contenu de papier que je vais pouvoir déchiffrer, qui vont faire le miel de mon écriture, mais même au-delà des lettres elles-mêmes, c'est pas finalement tant ce qu'il y avait dans les lettres qui m'a touchée que le fait qu'elle ait eu envie de garder ces lettres. Pour elle, c'était tellement important d'avoir écrit, que ce temps-là consacré à l'écriture était tellement important qu'elle ait eu envie que ça demeure. Et pour elle, sans en parler à personne, et que ça demeure au point de le transmettre à quelqu'un dont elle savait qu'elle écrivait. Donc c'est aussi cette admiration-là, pour moi c'est vraiment de la reconnaissance, parce que je pense qu'elle m'a pas simplement transmis une histoire dont on avait déjà eu 1000 fois l'occasion de parler, et je parle de son histoire d'elle, ses multiples façons d'avoir été abandonnée, la façon dont elle a eu d'élever un enfant sourd. À l'époque, on ne savait absolument pas ce que ça voulait dire dans statut pour les enfants sourds dans cette période d'après-guerre, c'est finalement soit d'être complètement dans leur famille, soit finalement d'avoir pour autre destinée ce qu'on appelait les asiles pour les fous. Il y a aussi une matérialité dans le livre qui revient, qui est en quelque sorte la mienne, c'est-à-dire les correspondances que moi j'ai trouvées entre les accents de l'histoire de ces deux jeunes gens, la façon dont ils s'écrivaient, dont ils imaginaient aussi justement se passer des poèmes, se passer des citations de livres, mais aussi parfois s'envoyer des petits dessins. Enfin, il y avait une matérialité dans leur correspondance qui augmentait la correspondance elle-même, avec des références qui étaient les leurs. Et de mon côté, j'ai aussi créé une matérialité, parfois en citant, en reprenant les propres références qu'ils tissaient entre eux, mais aussi en amenant en quelque sorte les miennes, c'est-à-dire parfois des citations de films, par exemple le film de Michael Curtis, Casablanca,
Voilà, je ne peux pas moi penser à la ville de Casablanca sans penser à ce film sans penser à cette ville. Et c'est vrai que dans le film de Michael Curtis, en général on se souvient beaucoup de toute l'histoire qui se passe dans le Ritz Café. Et moi ce qui m'émeut peut-être le plus dans ce film, c'est le pré-générique où on a en fait une carte des réfugiés entre la France et justement le Maroc et Casablanca, avec des images qui sont presque des images d'actualité et où on peut fantasmer qu'on peut retrouver ses proches. Donc il y a des matérialités comme ça, cinématographiques, mais aussi littéraires à certains moments que l'on retrouve. C'est vrai qu'il y a une citation de Gilles Deleuze qui revient beaucoup, qui est le jeune âge. Je nage et non pas le jeune âge. Mais probablement c'est cette citation là parce que voilà, j'ai parlé des vagues tout à l'heure, du rapport à l'oxygénation, à la respiration, à la façon dont dans l'écriture il y a une mémoire de corps finalement qui se rejoue, mais aussi parce que j'ai vraiment dans l'oreille la façon dont Gilles Deleuze s'est adressé à Claire Parny dans l'Abécédaire, qui dit des choses vraiment pour moi très magnifiques sur le rapport entre comment le roman et la philosophie témoignent de façon égale, dit-il. Ils témoignent pour la vie. Il dit aussi la façon dont la vieillesse, c'est merveilleux. Il dit voilà, enfin on y est arrivé. Voilà, on a échappé aux maladies, on a échappé aux guerres, on y est. Déjà rien que ça, c'est merveilleux. Donc toutes sortes de choses vraiment très sonores. Dans le livre, ce qui vient, c'est des choses plus précises, et notamment la façon, par exemple, dont Hiroshima, mon amour, et tourné, non pas majoritairement à Nevers plutôt qu'à Hiroshima, mais en tout cas le récit, la structure du film d'Alain Resnais écrit à la suite du synopsis que Marguerite Duras a fait pour le film, la structure en fait de ce film et de ce roman, c'est la ville de Nevers. Donc ça c'est une chose qui apparaît dans le livre, c'est une matérialité d'écriture et de cinéma qui est présente. Donc ça, pour moi, c'est peut-être un peu comme la solidité du courrier qui crée un territoire commun. Il y a en fait une scansion dans le livre qui fait qu'à certains moments, on peut s'appuyer sur une image. Voilà. Image de film, citation de littérature, c'est une manière de reprendre un peu pied. De la même façon que je parlais de la reconnaissance que j'avais pour cette grand-mère, je pense qu'il y a de la reconnaissance pour des auteurs qui forgent des images matérielles comme les images de cinéma ou des images immatérielles comme les images que l'on trouve dans les livres. Donc il y a de la reconnaissance qui est citée dans ce livre. Voilà, Gilles Deleuze, Marguerite Duras, Georges Perec. Probablement ça a à voir avec leur propre lien à l'histoire et la façon dont ils ont convoqué aussi dans leurs livres, et ils se sont interrogés justement sur ces questions-là, la place que peut prendre une histoire partageable partout dans une existence particulière, et qu'est-ce que l'écriture fait de cela. Mais probablement ça ce sont des choses qui m'intéressent pour des événements historiques très différents, avec des écritures très différentes. Ça m'intéresse la façon dont ils ont travaillé, pas simplement ça m'intéresse, ça me mobilise, enfin, on va dire que ça m'oxygène de longue date. Peut-être aussi parce qu'il y a des territoires communs. Lorsque Marguerite Duras, pour parler d'Hiroshima, qui est cité dans le livre, Hiroshima, mon amour, situe le livre à Nevers et à Autun, pour moi ce sont parce qu'il y a des prises de vue qui sont faites à Autun, pour moi ça évoque des choses très précises qui sont liées aussi à ma propre histoire. Autun, ça a une très forte résonance. Georges Perec a été réfugié petit dans le Vercors, dans des lieux que je connais. Enfin, c'est des choses qui me... Cette littérature, mais aussi le rapport eux-mêmes qu'ils ont eu au lieu, et des choses qui sont proches de moi, font sens, en tout cas, on va dire aussi me nourrissent de longue date. Et puis il y a des gens qui sont pas cités, je ne vais pas sortir ma bibliothèque, ça n'aurait aucun sens, peut-être il suffirait de lire tous les livres qui sont ici, mais si je dois voilà, parler peut-être d'une figure qui m'a autorisé récemment à me dire aussi, enfin récemment, je l'ai lu il y a longtemps, mais
disons que ça ne fait pas partie de lecture de jeune fille, mais de lecture de découverte plus tardive, je dirais que quelqu'un comme Henri Beauchot m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire quelqu'un qui a aussi eu une existence professionnelle très très matérielle, travaillé dans des institutions médicales, qui a aussi voilà, connu des événements historiques, la Première Guerre mondiale, qui l'a décrite de manière très 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 précise, qui a aussi été quelqu'un qui a beaucoup nagé, enfin qui a grimpé, enfin qui a un rapport très physique aussi aux éléments naturels, qui fait des livres très terriens. Enfin, je pense que je suis très sensible à deux choses qui font l'événement en histoire, donc l'histoire à l'échelle voilà, extraordinaire d'une vie, ou l'histoire avec sa grande H, c'est-à-dire à la fois les dates, la périodisation, mais aussi les lieux, la localisation. Et donc je suis très sensible au fait d'ancrer géographiquement le récit, mais aussi les personnages. J'aime imaginer la géographie, parfois il y a une topographie très précise, parfois moins, mais c'est toujours des noms de lieux qui existent. Donc j'aime beaucoup la sonorité, et dont je fais jouer en quelque sorte à la fois la singularité dans un pays donné, ou la singularité justement pour le rôle qu'ils ont joué dans l'histoire, avec l'expression pour moi très poétique tout simplement de leur nom. Pour moi, Nevers, c'est vraiment un mot merveilleux par exemple. Je prononce le titre du livre Nevers, mais chacun peut le prononcer comme il l'entend et comme il le voit. Je dirais que moi, quand je vois ce titre, je me dis c'est Nevers avec une parenthèse autour du S. Alors, évidemment, on peut penser que ça dégage devant la parenthèse never, et donc que dans ce livre il y a une succession de jamais, de choses qui sont absolument pas arrivées ou qui n'arriveront jamais, sachant que le jamais n'est jamais si loin du toujours et qu'il y a aussi des choses qui sont absolument permanentes, immobiles dans ce livre. Donc c'est ce jeu entre des amputations et de la permanence, pour moi, qui est entre Nevers et puis peut-être Never. Mais en fait, j'entends très peu le son Never quand je vois ce titre. Vraiment, pour moi, c'est Nevers avec une parenthèse autour du S, et j'adore les parenthèses. Et j'aime beaucoup cette forme-là, en fait. Et je pense que dans le livre, il y a des jeux de mains. Peut-être c'est cette forme... pour dire un secret au creux de l'oreille. On peut mettre aussi ces mains-là en porte-voix pour que la voix porte loin, notamment quand il y a de la distance entre deux êtres. Mais c'est aussi des gestes qui renvoient à l'expressivité de la langue des signes, la façon dont on met encore aussi le corps en mouvement pour faire de l'écriture. Et ça, c'est aussi, me semble-t-il, quelque chose qu'il y a dans le livre, en tout cas avec lequel moi j'ai écrit. C'est-à-dire, j'ai écrit avec mes mains, mais j'ai écrit avec la façon dont l'écriture c'est aussi un rapport au corps.